Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre première édition de la semaine. Voici les titres de ce lundi 10 juin. La principauté aura un nouveau ministre d'État à la rentrée. Didier Guillaume prendra ses fonctions le 2 septembre prochain et succédera à Pierre Dartout. Qui est-il? Son portrait à suivre dans quelques instants. En basket, la Roca Team a fait un pas de plus vers le titre en battant hier Paris 88-59 dans le match 3 de la finale du championnat. Cette semaine est placée sous le signe de la philosophie en principauté. Nous en discuterons avec Robert Maggiori, l'un des membres fondateurs des rencontres philosophiques de Monaco, à la veille du coup d'envoi de la semaine Philo Monaco. Le secteur du yachting vers un avenir plus durable, c'est ce que défend depuis plusieurs années maintenant le Yacht Club de Monaco. Il a lancé un outil permettant de mesurer l'empreinte carbone des super yachts. Nathalie Kever nous en dira plus. Dans ce journal également, l'Odyssée d'Ulysse adaptée sur les planches pour le jeune public. Et les saveurs italiennes s'invitent autour de la piscine de l'hôtel Métropole avec Zia. Nous l'avons appris en fin de matinée aujourd'hui, le ministre d'État Pierre Dartout quittera ses fonctions à la rentrée de septembre et le nom de son successeur a été officiellement dévoilé aujourd'hui. Dans un communiqué de presse, le Palais annonce l'arrivée en principauté de Didier Guillaume, Patricia Navarro. Oui, Émilie, Didier Guillaume sera le nouveau ministre d'État de Monaco. Son nom n'est pas inconnu puisqu'il a occupé les fonctions de ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation dans le second gouvernement d'Édouard Philippe entre 2018 et 2020. Il a également été sénateur de la Drôme, son département natal, de 2008 à 2020. Et il a présidé le groupe socialiste au Sénat entre 2014 et 2018. Didier Guillaume avait auparavant été élu maire de la commune de Bourg-de-Péage, où il est né, et président du Conseil général de la Drôme. Âgé de 65 ans, il est agent du Trésor public de profession. Par ailleurs, dans un autre domaine, Didier Guillaume a été élu au comité directeur de la Ligue nationale de rugby en 2021. Pierre Dartout va donc quitter la principauté après 4 années passées à la tête du gouvernement monégasque. Dans le communiqué de presse paru aujourd'hui, le prince Albert II lui exprime sa plus sincère gratitude pour son service exemplaire et sa grande loyauté. Il rappelle qu'il a permis à Monaco de traverser la crise sanitaire tout en soutenant les objectifs à long terme, qu'il s'agisse de développement durable, de transition numérique, d'attractivité ou de modernisation administrative. Didier Guillaume succédera à Pierre Dartout le 2 septembre prochain. Merci Patricia. Le reste de l'actualité, c'est la victoire écrasante du Rassemblement national aux élections européennes. Un résultat qui a amené le président français Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. En principauté, 1178 Français de Monaco sur les 5354 inscrits se sont rendus aux urnes. La liste de Jordan Bardella est arrivée en tête du scrutin avec 38% des suffrages exprimés. Les électeurs seront une nouvelle fois appelés à voter donc les 30 juin et 7 juillet pour les élections législatives. En basket, la Roca Team a mis une sérieuse option sur le titre de champion de France dimanche soir en dominant Paris 88-59 avec 29 points d'écart. Les Monégasques étaient clairement en démonstration sur le parquet de l'Adidas Arena. Ils n'ont laissé aucune chance à leur adversaire. Le récit de Christophe Paco. Sérieux, appliqué, la Roca Team a remis les pendules à l'heure hier soir à Paris à l'occasion du match 3. D'entrée, Monaco a repoussé la menace parisienne et très vite fait oublier ce deuxième match sans saveur, sans vigueur à Gaston Médecin de la semaine dernière, après pourtant un premier rendez-vous totalement maîtrisé quelques jours auparavant. Une rigueur collective de tous les instants pour ce troisième duel avec un premier quart-temps où tous les joueurs avaient envie de redorer le blason du champion de France en titre, à commencer par Blossom Game, très à son aise d'entrée de jeu. La technique du contre qui va bien, pour l'homme au masque en plastique, Mamad Jaïté. Jordan Lloyd, impeccable, tout à son affaire, tout comme Denta Hall, magistral, monstrueux, avec encore un magnifique contre pour lui. Avant la première partie du show, Elie Okobo à Paris, qui a enchaîné avec génie et malice les paniers à 3 points. Un festival de surcroît sur la durée. Et malgré quelques éclairs de Nadir Rifi pour les Parisiens, et pour redonner un petit peu d'espoir à ce groupe, ils n'y arriveront pas, les Parisiens, bloqués de tous les côtés dans un premier quart-temps que les Monégasques vont donc terminer largement en tête après un joli 3 points d'Alpha Diallo, suivi
d'un dernier 3 points plus une faute sur Matthew Strazel et vous obtiendrez finalement une différence de plus 14 à l'issue du premier quart-temps. Avant que d'entrer de deuxième acte, le duo Okobo Hall ne reprenne son récital et les joueurs moins utilisés cette saison, comme Peter Connolly, ajoute à cela le savoir-faire du métronome Mike James, ne restait plus qu'en fin de première période, qu'a géré finalement la réaction des Parisiens pour tourner à la pause avec un avantage de plus 11, 46-35. D'entrée de deuxième mi-temps, John Lloyd nous offrait la beauté du geste, avant, dans la foulée, que le duo Okobo Hall ne reprenne son show à l'Arena. Symbole de cette domination monégasque, cet ambitieux panier à 3 points au buzzer, signé Okobo, main chaude hier. Plus 18 avant le quatrième quart-temps, ça sent bon pour la Roca Team dans cette troisième manche, avec pour démarrer un Matthew Strazel toujours aussi opportuniste et sa spéciale du soir. 3 points plus faute. Alpha Diallo pour un nouveau tir à 3 points réussi et un écart à ce moment du match de plus 25 points pour le champion en titre. Monaco à la bagarre, solide à tous les instants sous les paniers, que ce soit en défense comme en attaque avec Denta Hall à la conclusion de cette phase offensive. Ifi, lui, sur courant alternatif, alors qu'en face, Eli Okobo s'offrait un nouveau panier à 3 points avec élégance. Décidément, Okobo en forme olympique. Okobo, ça rime avec JO. Dernière interception et dernier panier pour atteindre les 20 points. Score final 88-59. La joie des Monégasques retrouvés qui tenteront dans 48 heures de s'offrir un deuxième sacre consécutif à l'occasion du match 4. Toujours à Paris mercredi et éviter ainsi une belle lors d'un éventuel match, toujours au risque un vendredi prochain. Même à la maison, on ne sait jamais. Et à l'issue de ce JT, retrouvez Christophe Paco et notre consultant Ali Traoré qui reviendront bien évidemment sur le succès précieux de la Roca Team dans cette quête au titre de champion de France. L'AS Monaco Football Féminin jouera en 3e division la saison prochaine. Les Monégasques se sont imposés 3-0 face à Beauvais dans le match retour des barrages d'accession. Justin Hadel et Hugo Comaza étaient présents pour Monaco Info pour suivre cette rencontre décisive. Voyez leur reportage. Elle s'était imposée 2-0 à l'extérieur il y a quelques jours. Si l'avance était là, la montée n'était pourtant pas assurée. L'intensité est au rendez-vous des deux côtés, mais Monaco trouve la brèche et ouvre le score à la 12e minute. Après 16 minutes de jeu, Beauvais est sanctionné carton rouge. Avec en tout 3 buts de retard pour jouer les prolongations, cette sanction vient sûrement anéantir tous les espoirs. Pourtant, toujours mené de 1 but à la 28e minute, Beauvais obtient un pénalty. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, les Monégasques enfoncent encore plus leur adversaire avec un nouveau but. La seconde mi-temps est plus stérile, des actions des deux côtés mais surtout des erreurs. Si les deux équipes se donnent à fond, le score ne bouge pas, il faudra attendre la 85e minute pour que la SMFF assure sa qualification. Fin du match, 3-0. Forcément, la joie est au rendez-vous et la fête ne fait que commencer. On ne nous attendait absolument pas, c'était une équipe totalement recomposée à 80% au niveau de l'effectif et on l'a fait petit à petit, personne ne nous attendait et match après match et voilà. On va bien fêter ça, on a gagné au 2-0 match aller, là on l'a fait en plus avec la manière sans prendre de but, donc que du bonheur. On va prendre une bonne douche et après une bonne soirée, on va voir avec les filles, avec le staff, tout ça, mais on va bien fêter ça comme il se doit. Côté staff, la fierté est elle aussi présente, car oui, si le score paraît sans appel, le résultat est notamment celui d'un travail de longue haleine. Ça a été dur parce que je pense que les filles, pour beaucoup d'entre elles, elles n'ont jamais connu le fait de pouvoir monter de division, donc il y avait un peu de pression. C'est vrai, elles me l'ont dit avant le match. Et au final, voilà, on avait étudié l'adversaire au match aller. Donc on a mis un système de jeu en place qui les a surpris. On était en 4-4 de losange avec deux avant-centres. Et forcément, ça a payé sur les premiers buts. Et ensuite, voilà, tout n'a pas été parfait. Il y a eu des erreurs techniques, il y a eu des mauvais choix. Mais au final, on retient la victoire et on retient que ce groupe-là mérite amplement de monter. Une montée que n'est pas prête d'oublier la SMFF. La
La joie aurait pu faire partie des thèmes abordés lors des différents ateliers des rencontres philosophiques de Monaco, mais ce sont d'autres thématiques qui seront discutées à partir de demain, à l'occasion de la semaine philo en principauté. Au programme, des matinales, des déjeuners, des goûters, une semaine de philosophie pour tous, que nous allons développer avec notre invité, l'un des membres fondateurs des rencontres philosophiques de Monaco. Bonsoir Robert Maggiori. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. La semaine Philo Monaco débute donc demain, mardi 11 juin en Principauté. Encore une fois, ce sont des thèmes qui nous concernent tous, qui seront abordés. Ah oui, ça je pense que en général la philosophie concerne tout le monde parce que les problèmes philosophiques, c'est les problèmes que chacun de nous a dans la vie. Et nous essayons effectivement d'accentuer encore plus cette tendance en parlant effectivement des problèmes auxquels personne peut se dire être étranger, quoi. Quand on parle de l'écologie, quand on parle du soin, quand on parle de l'éducation des enfants, de l'addiction aux écrans, du numérique, il y a effectivement un intérêt immédiat à avoir une réflexion sur ce type de problème. Et quand on regarde aussi de plus près le programme, le choix des intervenants reflète le débat actuel. Ah bah oui, ça nous choisissons étant donné que maintenant nous sommes établis, si je puis dire, à Monaco depuis longtemps et que les rencontres ont acquis une réputation assez forte, je dois dire. Nous avons le grand privilège de pouvoir inviter effectivement des grandes personnalités, à la fois des philosophes, mais aussi des psychanalystes, des historiens, des écrivains évidemment. Et l'idée, encore et toujours, c'est de rendre plus accessible la philosophie en variant aussi les lieux des interventions. Oui, il y a deux choses. Soit on peut varier les lieux, et donc faire de la philosophie dans des lieux qui sont des lieux amènes, des lieux agréables, des lieux qui accueillent. Et puis aussi on peut faire varier les thématiques en parlant de sujets parfois un petit peu plus techniques, même si c'est très rare, mais surtout d'utiliser un langage absolument compréhensible par tout le monde et auquel tout le monde peut se joindre. Enfin, chacun peut joindre sa voix, si je puis dire, au cœur de ceux qui réfléchissent ici à Monaco. La preuve en est, c'est que nous avons effectivement eu la folie, il y a maintenant 3-4 ans, de choisir le marché le matin comme lieu effectivement de rassemblement de nos invités en plein marché, c'est-à-dire avec des gens qui vendent des fruits, qui vendent des légumes et du poisson. Et au début, ça paraissait une folie. Et peu à peu, les gens entendent, écoutent, prennent parti, prennent part. Et c'est devenu un lieu qui, à mes yeux, ressemble un peu à ce que la philosophie était au départ, quoi. La philosophie, elle est enseignée dans l'agora. L'agora, c'est le lieu où les gens se promènent et font le marché, ou dans le forum à Rome, etc. Et qu'est-ce que la philosophie peut apporter dans nos vies, Robert Maggiori ? Si je vous disais que ça apportait le bonheur, tout le monde rigolerait. Parce que la philosophie n'est pas une recette. Ce que fait la philosophie, c'est qu'elle nous donne des moyens. Des moyens non pas d'éviter ce qui nous arrive, mais une fois que c'est arrivé, de réfléchir au sens de ce qui nous arrive. À la fois dans notre existence personnelle, vous voyez, lorsqu'on est atteint, je ne sais pas moi, par un deuil ou lorsqu'on tombe amoureux, voilà, immédiatement ce sont des problèmes philosophiques qui ont mobilisé la philosophie depuis toujours, dans le rapport à autrui aussi et dans le rapport au monde, notamment par exemple aujourd'hui dans le rapport écologique qu'on doit avoir au monde, dans le respect de tous les êtres vivants. Donc oui, c'est vraiment un apport qui ne peut pas être mesuré comme mesurer l'impact d'un médicament, mais c'est une médecine de tous les jours, c'est un exercice de tous les jours. Un petit peu, si vous prenez l'habitude de courir tous les matins, ça vous fait du bien. Si vous prenez l'habitude de penser tous les midis et tous les soirs, ça va vous faire du bien aussi. Les rencontres philosophiques de Monaco se sont donné la tâche de créer une communauté où la parole et la pensée des philosophes circulent librement entre tous. C'était l'objectif des rencontres philo il y a une dizaine d'années. Est-ce que cet objectif est atteint aujourd'hui ? Je crois, c'est pas très modeste, mais je crois que nous avons atteint cet objectif. Dans la mesure, effectivement, Monaco nous a offert cette possibilité de parler totalement librement, sans aucune censure, de n'éviter aucun sujet, mais de le faire toujours dans le respect
de la différence d'opinion sans qu'il y ait jamais de vocifération, de condamnation, de violence, et que la vérité, la justice, ça se négocie dans la paix, dans le calme et dans l'échange d'arguments. Et je dois dire que Monaco nous a offert cette possibilité. Nous avons appelé nos rencontres les rencontres. Nous avons fait en sorte que les gens puissent vraiment se rencontrer. Eh bien, merci beaucoup Robert Maggiori d'avoir été avec nous pour le coup d'envoi de la semaine philo Monaco ici en Principauté qui débute demain mardi 11 juin et on précise que la matinale des rencontres philo sera retransmise également sur Monaco Info. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et l'écologie sera le premier thème abordé lors de la semaine philo, une priorité qui nous concerne tous et qui mobilise tous les secteurs. Celui du yachting se trouve à la croisée des chemins. Depuis plusieurs années, le Yacht Club de Monaco prend cette notion très au sérieux. Développé sous l'initiative de Monaco, capitale du yachting, il a lancé le Sea Index, un outil qui permet de mesurer l'intensité énergétique et qui compare les émissions de CO2 des subpériodes de plus de 25 mètres. Bonsoir Nathalie Kévert. Bonsoir. Vous êtes chef de projet en charge du Sea Index. Cet outil est une avancée significative dans le domaine de la durabilité maritime. Oui, absolument. C'est une initiative qu'on porte ici avec le Club de Monaco depuis 2020, depuis septembre 2020. Et nous avons atteint une période cruciale parce que nous avons la possibilité d'aller au-delà des murs du Yacht Club de Monaco. Parce que notre initiative a donc trouvé des oreilles qui étaient favorables à cette initiative et donc nous avons cette occasion maintenant d'aller au-delà et de porter notre initiative en France, en Italie et sur d'autres territoires. En obtenant notamment récemment le label Cap Énergie, c'est ça ? Tout à fait. Donc le label Cap Énergie nous a été octroyé pendant le Grand Prix de Monaco. Justement, j'avais un oral à passer avec eux et c'est un pôle d'innovation qui soutient en fait de nouvelles initiatives qui ont une relation avec l'énergie. Et donc le Sea Index et le message qu'on porte, notre certification qui est indépendamment vérifiée par une partie tierce, etc., a donc trouvé une écoute favorable et donc ils ont décidé de nous soutenir dans cette initiative, ils nous ont octroyé leur label. Mais l'aventure ne se termine pas là. Il va y avoir un accompagnement justement où on va pouvoir échanger des idées avec Cap Énergie et leurs membres, etc. Et voilà. Oui, on l'entend, c'est un label qui ouvre des portes. Absolument, notamment donc au niveau des interlocuteurs, donc que ce soit en France ou au niveau européen. Et nous, l'initiative dès le départ, c'était de soutenir en premier lieu les armateurs du Yacht Club vers leur transition énergétique. Donc on a inventé avec donc un chantier naval à l'époque un outil donc, qui s'appelle le Sea Index. C'est un outil de CO2 qui permet de mesurer l'intensité énergétique des bateaux basé sur la propulsion à bord, la puissance des moteurs et des générateurs. Et ensuite de pouvoir leur donner un état des lieux et pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur des choix à l'achat ou au charter, donc à la location de bateaux pour pouvoir faire des choix moins impactants au niveau énergétique et donc moins émetteurs de CO2. Voilà, il permet de mettre en avant les axes d'amélioration pour réduire les émissions de CO2. Exactement, parce qu'il y a une certification donc, qui vient avec le bateau, donc c'est un système d'étoiles, ça fonctionne exactement de la même manière que ce que vous avez sur les frigos ou ce qu'on a l'habitude de voir chez le concessionnaire auto, c'est le même principe, mais au-delà de ça, il y a un petit rapport d'audit qui vient avec et c'est un document donc, qui leur permet de voir comment ils peuvent améliorer on va dire réduire leur impact, donc ça peut aller du bridage des moteurs, donc on réduit la puissance des moteurs et c'est un document qui est très important parce que ça permet d'avoir une base pour, si le bateau va dans un chantier de refit par exemple, il peut emmener ce document et leur dire voilà, moi je suis là, donc c'est une image à l'instant T, et de partir sur ce document pour pouvoir faire des améliorations qui sont nécessaires. On a l'impression que l'industrie du yachting est une industrie qui se préoccupe de plus en plus de la protection de l'environnement. C'est un avis que vous partagez ? Alors c'est un avis que je partage jusqu'à une certaine mesure. Il y a des chantiers qui sont très investis. Il faut quand même leur rendre l'appareil parce que en ce moment il n'y a pas de réglementation. Il y a une réglementation qui existe au niveau de la pollution, etc. Mais au niveau des émissions CO2, ça existe au niveau du shipping, ça existe au niveau des bateaux de croisière, mais pour le yachting, ça n'existait pas. Et c'est pour ça que le Yacht Club de Monaco a vu
donc cette ouverture, notamment avec le fait que notre secrétaire général, M. Bernard d'Alessandri, a eu cette vision dès 2019, que ça a été porté donc par le souverain. Et en fait, on a voulu apporter des solutions qui n'existaient pas dans le monde du yachting. Il y a certains chantiers qui sont très en avance, on va dire. Il y a certains modèles qui sont sortis, de nouveaux bateaux qui sont très grands, au-delà de 80 mètres, on va dire plus de 100 mètres, qui ont déjà une propulsion à hydrogène. Maintenant, il y a d'autres problématiques. Tout ce qui est infrastructure, où est-ce que ces bateaux peuvent faire l'approvisionnement? Alors, il faut faire la différence, parce que ce n'est pas un bateau qui est propulsé à l'hydrogène, mais c'est avec une technologie qu'on appelle la pile à combustible. Et donc, toutes ces technologies sont là, elles existent, mais après, il y a toute la problématique des infrastructures. Et en l'absence de réglementation, les chantiers, il faut vraiment leur tirer, leur dire bravo, parce qu'ils pensent à des solutions tout en ne sachant pas où les dés vont tomber. Donc voilà. Et nous, on a voulu soutenir cela du mieux qu'on peut, déjà en donnant à nos membres, les personnes qui viennent visiter Monaco, également pour la principauté, de dire nous on fait quelque chose, on essaye d'attirer les bateaux les moins impactants en principauté pour un peu donner l'exemple. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Kévert d'avoir été notre invitée ce soir pour nous présenter cet outil Sea-Index, qui est donc une avancée significative dans le domaine de la durabilité maritime. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup Émilie. Parlons culture à présent avec la fameuse histoire de l'Odyssée qui raconte le périple d'Ulysse pour revenir sur son île. Elle est actuellement adaptée sur les planches au Théâtre des Muses en version conférence musicale. Un spectacle qui a été nommé aux Molières en 2023, catégorie jeune public, et que des élèves de la Principauté ont pu découvrir aujourd'hui. Le reportage de Fabien Bonilla et Camille Caloni. L'Odyssée racontée et chantée par Homère est une épopée grecque antique. C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. L'Odyssée relate le retour chez lui du héros Ulysse qui, après la guerre de Troie, met 10 ans à revenir dans son île pour y retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Cette conférence sur l'Odyssée, présentée au Théâtre des Muses, dépoussière le mythe, la légende, la fameuse histoire de l'Odyssée racontée, chantée et dansée de et avec Julie Costanza et Jean-Baptiste Darrosé, une version inédite, concentrée et explosive. C'est un peu barré parce qu'on est deux comédiens, Julie et moi, et on fait tous les personnages de l'Odyssée. Donc on en fait une petite quinzaine. Et c'est surtout que c'est en comédie musicale. Donc de ce coup, les personnages vont se mettre à chanter, à raconter leurs différentes émotions via les chansons que Julie a écrites et que moi j'ai écrit le texte. Voilà, et on va s'amuser comme ça pendant 1h10. Et c'est de rendre aussi la conférence qui pourrait paraître un peu sérieuse et studieuse complètement barrée, quoi. Télémaque. Télémaque est jeune, Télémaque est beau. La pièce Odyssée conférence musicale a été interprétée ce lundi devant 4 classes de différents établissements, allant du CP au CE2. Entre lundi et mardi, ce sont en tout 235 élèves qui pourront assister à ces 2 représentations. C'est une forme d'art à laquelle ils ne sont pas forcément habitués. Ça permet de donner des idées d'une autre façon, dans d'autres mots, plus accessibles, avec de la musique. Voilà, ils participent régulièrement à ce genre de spectacle. Éventuellement, les acteurs les interpellent, donc c'est vivant et ça donne du sens à des apprentissages qu'on peut faire à ces âges-là, surtout pour des CE2, ma classe en l'occurrence, qui travaille sur la mythologie. Donc voilà, ça donne énormément de sens à ce qu'on fait en classe. Le Théâtre des Muses organise chaque année entre 30 et 40 représentations scolaires. Si vous aussi vous désirez découvrir cette version complètement déjantée de l'Odyssée, il reste une représentation ouverte à tous ce mercredi à 17h30. T'as l'embarras du choix, décide-toi, décide-toi, décide-toi. Qu'il te passe la bague au doigt. Écoute, Miguelos. Antinos. Antinos, Miguelos, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. L'hôtel Métropole Monte-Carlo revient avec une nouvelle offre gastronomique, un pop-up de spécialité italienne. En complément de ces 2 restaurants déjà existants, la clientèle pourra déguster de savoureuses pizzas autour de la piscine, de quoi ravir les papilles pendant l'été. Un avant-goût dans ce reportage d'Alban Gingembre et Alexa Vial. À l'approche de l'été, Manon Santini et Rocco Seminara s'apprêtent à proposer à la clientèle une nouvelle offre de pizza un peu spéciale. On a une pâte qui a 48 heures de repos, un pétrissage particulier et les farines. Et ensuite, ce qu'elles ont de spécial, c'est qu'elles sont faites en direct devant les clients.
et qu'on a amené des produits dessus qui nous sont propres et qui nous sont chers aussi parce que par rapport à la région et l'endroit où on se trouve. Dans ce si bel établissement, l'hôtel de Métropole, c'est d'autant plus impressionnant, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas un stress, c'est plutôt un bon stress, mais c'est plutôt... On est très excités à l'idée d'ouvrir le restaurant. En plus des pizzas traditionnelles, les deux chefs ont concocté des pizzas plus raffinées en adéquation avec l'image de l'hôtel. La Puglia, donc c'est une pizza à base d'artichauts qui ont été confits dans l'huile d'olive, une charcuterie spéciale qui s'appelle le Capocolo, qui est la petite sœur de la Coppa, parfumée au fenouil, et avec un peu de burrata. Bon, je vous en dis pas plus, on garde le secret. Et pour moi, ça va être une pizza soufflée, qu'on va faire gonfler comme ça, avec un voile de mozzarella et quelques surprises qui vont aller avec dessus. J'aime bien le côté léger et très aérien du produit. Le four du restaurant Zia sera chaud des mercredis soirs au dimanche soir dès le 12 juin pour une pizza au bord de la piscine. Les saveurs italiennes de Zia qui s'invitent donc à l'Odyssée de l'hôtel Métropole Monte-Carlo tout l'été. Un mot à présent sur la braderie organisée par Mission Enfance dans ses locaux, avenue des Papalins. Ce jeudi et ce vendredi, vêtements pour toute la famille, jouets, livres, accessoires. Plusieurs articles de seconde main seront proposés. L'ensemble des bénéfices réalisés sera reversé aux enfants du Burkina Faso que soutient Mission Enfance. Alban Jean-Jambe nous a rejoint en plateau pour les prévisions météo. Bonsoir Alban, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La tendance se maintient en principauté. La journée de demain ressemblera à celle d'aujourd'hui. Il fera bon malgré quelques passages nuageux. Au niveau des températures, 18 degrés le matin et jusqu'à 23 degrés l'après-midi. Et en ce mardi 11 juin, nous souhaiterons une bonne fête au Barnabé. Merci Alban. Avant de nous quitter, sachez que 2 nouveaux invités sont venus enrichir le podcast de Monaco Info. Après d'un mois d'Herculis, Geneviève Berthier a reçu l'emblématique directeur du meeting international d'athlétisme, Jean-Pierre Schebel. Anne Hervé s'est également confiée au micro. Cette monégasque vit au rythme des tables de jeu depuis 27 ans maintenant. 2 entretiens à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On referme cette édition avec la fin de saison sportive pour une bonne partie des clubs de la Principauté. Une fin de saison gagnante pour nombreux d'entre eux. En attendant le relais de la Flamme Olympique qui, je vous le rappelle, fera escale en Principauté le 18 juin prochain. Un événement qui sera bien évidemment à suivre en direct sur Monaco Info. Passez une excellente soirée et à demain pour un nouveau JT.